petite introduction. C'est vrai, on va parler de cybersécurité parce que les temps changent. La technologie évolue, la manière de travailler aussi. Et quand on y pense, maintenant on travaille de partout, dans différents espaces, de différentes manières. Et en plus, la possibilité d'utiliser différents équipements peut changer la donne. On peut se connecter par le téléphone, par la tablette, ou encore par différents autres moyens de communication. Et ça veut dire qu'on est ultra connecté. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on est ultra ouvert. Et ça veut dire que c'est pas ultra sécurisé. Et là-dessus, ça amène vers des problèmes. On a pu voir que selon une étude de Konica, il y avait environ 33% des PME qui n'étaient pas prêtes au risque de cybersécurité. Et le pire, c'est que seulement 5% de leur budget est attribué à cette menace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut se prémunir de tels risques ? Quels moyens peut-on mettre en place pour transformer la donne ? Quelles solutions avons-nous pour changer les choses ? Ça fait quand même très discours politique, je me dis depuis tout à l'heure. Eh bien, moi, je n'ai aucune réponse, je tiens à vous le dire. Par contre, les 4 experts que j'ai à côté de moi, je suis sûr qu'ils sont capables de vous répondre. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, mais plutôt que de les présenter, je pense que je vais laisser faire. Alors, je vais juste vous donner leur prénom, parce que ça sera un peu plus intime entre nous. Il y a Xavier, oui, parce qu'on en a 2, Patrice et, bien sûr, Franck. Parce que je dois te mettre à la fin, donc c'est pour ça que j'y pensais maintenant. Patrice, veux-tu bien te présenter, s'il te plaît ? Bonjour à tous, donc Patrice Willeman, je suis en charge de la partie légale chez TechData. Donc ça consiste tout simplement à traiter tous les sujets autour de la partie GDPR, la partie DPO, la partie sécurité, cybersécurité, et d'accompagner justement les partenaires dans leur transformation actuellement. Très bien, merci. Xavier, je vais de l'autre côté. Écoute, merci Emmanuel pour l'introduction. Xavier Mathis, je suis Regional Sales Manager chez Okta, l'un des leaders de la cybersécurité, principalement sur le secteur de l'Identity as a Service ou de l'Identity Access Management. Et j'ai donc le plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Et merci à tous pour votre accueil. Alors, vous allez le voir dans l'émission, merci à toi. On a 2 Xavier, je vous l'ai dit, il y en a un qui est par là, pour ne pas confondre, d'accord ? Et on en a un autre de l'autre côté. Bonjour Xavier. Eh bien bonjour, Xavier Poinsignon, donc je suis responsable d'offres de cybersécurité chez SFR Business. Et ma motivation de tous les jours, c'est de développer des solutions et des services de sécurité pour toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, pour lutter contre la cybermenace. Très bien, merci. Franck. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Franck Tronier, donc je suis responsable commercial chez SentinelOne. Et mon job en fait c'est de convaincre tous les jours les clients que la technologie qu'on propose aujourd'hui est pertinente, a du sens. Et également en fait convaincre nos partenaires en fait d'embarquer notre technologie et de pouvoir la proposer à leurs clients. Très bien, merci. Alors n'oubliez pas, je sais, je le répète, vous allez m'entendre plusieurs fois le dire, si vous le souhaitez, posez des questions sur le live. N'hésitez pas, on les prendra en compte tout au long de l'émission. Alors on va commencer tout de suite. Messieurs, moi il y a une question qui me taraude. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est ce principal bouleversement que les entreprises sont en train en fait de vivre en termes de matière d'accessibilité. Et là, ma première question, ça sera pour toi, Franck. Pourquoi est-il nécessaire de repenser en fait sa politique de sécurité pour son poste de travail ? En fait, c'est très simple, il y a juste à regarder un petit peu ce qui se passe. Finalement, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que globalement, on n'a qu'à regarder dans sa propre entreprise. Les investissements qui ont été réalisés depuis les dernières années sont essentiellement des investissements en fait, qui sont liés à la sécurité du cœur de réseau. On entend parler beaucoup de, même si on n'est pas dans la technique de firewall, ce genre de choses, on a des technologies qui ont énormément évolué ces dernières années. Par contre, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé sur le poste de travail. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Or, finalement, en délaissant un petit peu cet investissement sur le poste de travail, on a créé une brèche dans les organisations. Et les hackers, aujourd'hui, ont vite compris, et Dieu sait qu'ils utilisent des technologies très évoluées, que ce poste de travail devient quelque part le maillon faible de l'entreprise. Donc, il y a une réelle nécessité à s'intéresser au sujet. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, pour faire rapide, c'est qu'on a simplement aussi qu'à regarder ce qui se passe en termes de risques sur Internet aujourd'hui. Et on s'aperçoit, en s'y intéressant un petit peu au sujet,
que les risques ont énormément évolué, que les attaques sont très sophistiquées et que les produits qu'on a tous déployés depuis des années, techniquement, ne suffisent plus pour bien sécuriser son organisation. Donc, il y a un vrai besoin de s'intéresser à cette problématique de la sécurité du poste de travail. Une évolution en fait des attaques que l'on peut avoir. Moi, je pense encore à des anciennes attaques quand j'étais plus jeune, des chevals de Troie, d'accord, qu'on pouvait avoir sur des ordinateurs personnels. Ça existe encore. Ça existe toujours, D'accord. bien sûr. Ouais, Ouais, c'est toujours d'actualité, bien Toujours. sûr. Bien sûr. Alors là-dessus, Xavier, j'ai une question à te poser. Toi, de ton côté, comment on donne accès au SI de l'entreprise, aux collaborateurs ultra connectés, de manière sécurisée? Parce que Oui. c'est vrai, hein, Alors- c'est peut-être ça le plus gros problème. Voilà, déjà, regardons comment répondre à ça. Je verrai 2 points pour répondre à ça. Déjà, parlons de la connectivité, qui va être justement un des sujets qu'on va adresser après pour la partie sécurité. Et le deuxième point, ça va être le terminal qu'utilise le collaborateur pour se connecter. On a un petit peu cité le poste de travail, il y en a aussi d'autres. Alors, pour la connectivité aujourd'hui, pour rendre son collaborateur très connecté, on pense tout de suite à la connexion mobile. Aujourd'hui, il est très simple d'avoir des forfaits mobiles 4G avec un très bon débit qui permet de travailler de tout endroit avec des débits corrects. On parle de la 5G qui va arriver maintenant, qui va nous promettre des débits encore supérieurs et des temps de réactivité encore meilleurs. Bon, ça, c'est le plus classique. Pour celui qui a besoin de travailler dans des endroits où une connectivité est proposée, comme le Wi-Fi public, les Wi-Fi dans les gares, les Wi-Fi dans les hôtels, c'est pratique, mais on verra que ça ouvre quand même beaucoup de problèmes de sécurité qu'on va aborder après. Dans ces jours de canicule aujourd'hui, dans la connectivité, l'entreprise pourrait être aussi intéressée de pouvoir permettre à son employé de travailler à domicile, pour éviter des transports ou des problèmes de ce genre-là. Et donc là aussi, l'entreprise peut accompagner ça en proposant à l'employé de lui payer son accès Internet à domicile. Alors c'est bien, mais il peut faire un peu n'importe quoi avec cet accès, donc on aura des sujets de sécurité aussi qui va se rajouter à là. Et puis aussi, toujours dans la connectivité, au sein de l'entreprise, on arrive à des entreprises qui ont des sites très imposants. De plus en plus, on voit ce basculement à la généralisation de l'accès Wi-Fi au sein de l'entreprise. Alors un Wi-Fi même qui peut être ouvert à des employés ou des partenaires, des invités, pardon, je cherchais le mot qui passe. Et donc là, voilà, on quitte le filaire pour vraiment passer au tout wireless. Voilà, donc ça c'est pour la connectivité. Et donc on verra juste après comment on peut sécuriser ces différentes approches, puisqu'elles peuvent être différentes selon les modes. Et si on s'intéresse au terminal, alors il y a le poste de travail. On est passé du poste de travail fixe au poste de travail mobile, PC portable, qu'on peut connecter un peu n'importe où, avec ces fameux Wi-Fi public. Mais on a aussi de plus en plus l'utilisation pour le travail du mobile, de la tablette. Depuis 2017, on a eu le basculement entre le PC et le mobile pour la consultation sur Internet. Donc voilà, le basculement a lieu. Et en plus, ce terminal, il peut être soit fourni par l'entreprise. Alors moins on maîtrise, on sait ce qu'on a donné à son collaborateur. Et puis on a ce BYOD qu'on entend souvent, là, le terme BYOD, Bring Your Own Device. C'est-à-dire que alors ça peut être subi comme ça peut être proposé par l'entreprise. C'est l'employé, plutôt jeune même, qui ne veut pas se contenter du terminal fourni par l'entreprise et qui veut avoir son mobile dernier cri ou son PC beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Et donc là, comment fait l'entreprise? Est-ce qu'elle lui bloque ou est-ce qu'elle va lui autoriser et gérer cette problématique-là? Donc on pourra en parler, je pense, juste après. Si vous avez remarqué, en fait, dans l'émission, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Il y a des saisons, en fait. On vous fait des teasers pour la suite. Je suis très Vous fort allez en voir, ça teasing. va être Voilà. super. Merci On garde beaucoup. en haleine. Merci beaucoup, Xavier. Xavier, question pour toi? Il y a toujours un Xavier derrière. Xavier, Un grand en plus. quel est le principal bouleversement en matière d'accessibilité, selon toi? Écoute Emmanuel, c'est une très très bonne question. Avant d'y répondre, j'aimerais simplement souligner le fait que le vieux monde dans lequel on a vécu pendant un certain nombre d'années n'existe plus. Le monde dans lequel on pouvait travailler de manière sécurisée, derrière un firewall avec des connexions VPN. Tout ça aujourd'hui ne fonctionne plus dans un monde où finalement un utilisateur peut être n'importe où, peut se connecter de n'importe quel type de device. Finalement, on se rend compte qu'un utilisateur, comme on le disait tout à l'heure, peut être aussi bien un employé, ça peut être également un prestataire, un fournisseur ou même tout simplement un client. Et finalement, l'enjeu est d'être capable de tout ça, de le gérer de manière complètement universelle. Et à partir de là, se pose une véritable question, c'est comment on fait. Comment on fait, et c'est quelque chose de très complexe, sur lequel la réponse la plus simple est finalement de considérer que le périmètre de sécurité n'est plus son réseau, mais est directement l'utilisateur, afin d'être capable justement de
de manière contextuelle, d'être capable de lui offrir un service. On sait tous qu'aujourd'hui, n'importe finalement quelle entreprise, peu importe le marché dans lequel elle se retrouve dans un marché extrêmement compétitif, dans lequel on arrive avec une économie d'API qui complexifie encore finalement la sécurisation des systèmes d'information. Et il est nécessaire aujourd'hui pour toute entreprise finalement d'être capable de communiquer de manière simple, de manière sécurisée, de manière contextuelle pour se différencier de ses concurrents. Et aujourd'hui, ça c'est un point qui est majeur et qui nécessite, quand quelqu'un justement cherche à s'identifier à un système d'information, qu'on s'assure que c'est la bonne personne avant de lui donner accès. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. Patrice, on finit par toi pour Oui, cette première série de alors, questions. Tech Data, donc juste au niveau Tech Data, on a une position un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on ne travaille pas avec les clients finaux, on travaille essentiellement dans l'accompagnement des partenaires et on travaille également sur, je dirais, l'interface avec les éditeurs. D'accord, les grands éditeurs comme IBM, comme Microsoft, comme Cisco, comme VMware et beaucoup d'autres, et puis des partenaires présents justement avec nous sur le plateau. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre tous les risques majeurs qui tournent autour de cette notion de cybersécurité. On s'aperçoit tous les jours, il suffit de regarder un petit peu le web et de s'apercevoir qu'il y a des cyberattaques quotidiennes qui apparaissent. Il est vrai que la partie mobilité fait partie des sujets majeurs. Il suffit de regarder un petit peu aujourd'hui les analystes qui prédisent sur 2019 et 2020 les plus grosses attaques qui auront lieu au travers des cibles mobiles et de s'apercevoir qu'il y a vraiment aujourd'hui un risque majeur pour vraiment l'ensemble des entreprises et d'arriver vraiment à sécuriser au maximum tous ces éléments-là. Donc vraiment notre rôle est vraiment de faire un inventaire, je dirais, avec les grands éditeurs pour arriver à définir les grandes solutions du marché qui permettront justement de répondre et surtout d'anticiper aussi par rapport à tout ce qui va se passer. Et ça, c'est toute la complexité aujourd'hui des grands éditeurs qui ont mis en place tout un tas de cellules pour arriver justement à essayer de détecter ce futur, parce que les risques sont très importants aujourd'hui. Parce qu'à ce que je comprends, les plus grands risques, c'est ceux que vous ne connaissez pas encore. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, la partie prédictive est très importante. Donc là, on va parler aujourd'hui beaucoup de notions d'intelligence artificielle qui va rentrer, on en parlera un petit peu, même un petit peu après sur le plateau. L'intelligence artificielle va jouer un rôle majeur justement dans la détection et la prévention. On va beaucoup parler également d'IoT, puisque l'IoT va faire partie des cibles en mobilité spécifique, puisqu'on va retrouver ces éléments-là de partout. Donc ça va vraiment faire partie des points clés sur lesquels il va falloir travailler beaucoup sur cette partie sécurité. Non, puis on imagine bien en fait la problématique qui se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus de périmètre au niveau du réseau. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui doivent gérer des ordinateurs ou des laptops qui ne leur appartiennent pas. Et ça veut dire que ce sont potentiellement en fait des devices qui vont être utilisés à titre personnel hors de l'entreprise. Et là, ça devient compliqué de gérer leur sécurité. Donc ça, il y a ça qui se met en place. Et après l'impact de tout ça, on se dit, ok, donc je suis dans un environnement qui est complètement éclaté. J'ai plus de périmètre. Je gère pas nécessairement que des machines que je connais. Je ne gère pas nécessairement des connexions qui passent que par mon cœur de réseau. Donc ça devient très complexe en fait de mettre en place sa sécurité par rapport à ça. Et le point, c'est que on peut donner un exemple. C'est basique, mais c'est un use case qui est basique. On est dans l'entreprise aujourd'hui qui ne va pas se connecter à un moment donné dans la journée sur son compte en banque en ligne ou sur son mail personnel. Donc là, il va sortir sur Internet en direct sans nécessairement passer par tout le système de sécurité de l'entreprise et générer potentiellement une brèche. Donc là, il y a vraiment aussi besoin d'aller chercher des solutions. Et puis dernière chose, l'impact de tout ça, c'est que ça devient très compliqué. C'est-à-dire que ça devient très compliqué parce qu'il faut trouver des solutions. On parle du poste de travail, ça a l'air basique, mais le poste de travail, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui tournent en simultané et qui cohabitent ensemble. Ça veut dire que ça va impliquer des systèmes d'alerte compliqués à mettre en place, des solutions compliquées à mettre en place, et puis surtout des compétences humaines, c'est-à-dire qu'il va falloir des hommes pour pouvoir gérer ça avec le niveau de compétences requises. Donc c'est vrai que tout ça devient un petit peu compliqué. Il y a un autre facteur également qui est très important de prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle effectivement de services mis à disposition de ses clients, que ce soit des entreprises ou finalement des consommateurs, il y a un point qui est fondamental, c'est la confiance. La confiance qu'ils vont pouvoir donner quand ils vont pouvoir justement consommer à travers les portails ou les applications mobiles mises à disposition. Et c'est dans ce cadre-là où justement la sécurité est critique, c'est qu'il va falloir à la fois équilibrer finalement le bon niveau de sécurité par rapport
au bon événement. Et au-delà de ça, toujours offrir la meilleure expérience client possible. Il y a un point clé également, c'est vraiment, c'est dans la continuité de ce que vous venez de citer, c'est également toute la partie Shadow IT. Aujourd'hui, les DSI, c'est leur plus grande complexité, c'est d'arriver. Aujourd'hui, ils maîtrisent à peu près tout ce qu'ils connaissent. Tu m'as dit Shadow IT. Shadow IT, c'est tout ce qu'un DSI ne voit pas ou n'a pas été capable d'identifier au niveau de son réseau ou au niveau des installations, des différents logiciels au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est la plus grande complexité. Parce que c'est là aujourd'hui où les hackers vont essayer de s'engouffrer en essayant de trouver la faille et la solution qui n'a pas été, entre guillemets, sécurisée par le DSI ou par le système d'information de l'entreprise. Encore une brèche qu'on peut aller chercher. Complètement. Et aujourd'hui, c'est la cible principale des hackers, soyons très clairs là-dessus. Alors messieurs, c'est le moment question des téléspectateurs. Ouais. Alors je ne peux rien aux questions, je vous préviens. Il y a peut-être des questions personnelles à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Ok. La technologie SSL a-t-elle de l'avenir? Ah, bah justement, là on attaque tout de suite les technos. On attaque dans le dur. Alors attention, sur les réponses, je vais juste vous demander, n'oubliez pas, il faut être assez court. Très vite. Après, ça fait une petite transition avec la suite des questions. Donc, le SSL, pour essayer de vulgariser, c'est un protocole de chiffrement d'une communication. Il y avait l'IPsec qui était un peu ancêtre, on va dire, mais maintenant de plus en plus on utilise le SSL. Alors ça, pour moi, c'est vraiment d'actualité. C'est la technologie qui permet aujourd'hui de pouvoir connecter quelqu'un qui est en mobilité sur un réseau Internet ouvert, de pouvoir connecter le SI de l'entreprise de manière totalement sécurisée, puisqu'il va y avoir ce chiffrement, cette tunnelisation des communications. Et aujourd'hui, le SSL, c'est ce qui se fait le mieux. On peut renforcer le chiffrement dessus, mais c'est ce qui se fait le mieux. Donc c'est très utilisé, donc c'est complètement d'actualité. Je ne vois pas de remplaçant immédiat pour l'instant. Après, il y a plutôt des choses autour qu'on va mettre pour déjà s'assurer que c'est la bonne personne qui a monté le tunnel. Donc, on a des solutions de vérification de l'identité de la bonne personne qui monte ce tunnel, éviter que son password s'est fait pirater, par exemple, s'est fait voler. Il y a l'agent de poste de travail ou l'agent de poste mobile qui, lui, va aussi vérifier que le poste qui va vouloir monter cette connexion est déjà propre. Voilà, qu'il n'y a pas quelque chose qui est dessus et qui va écouter avant que ce soit chiffré pour partir vers le SI de l'entreprise. Donc, pour répondre précisément à la question, effectivement, c'est complètement d'actualité. Il n'y a pas de remplaçant. Très bien, merci. On le voit d'ailleurs aujourd'hui sur la partie entre autres RGPD. Cette partie SSL, ça fait partie des premières caractéristiques que va surveiller, que va auditer aujourd'hui la partie la CNIL, typiquement, sur certains sites web. À partir du moment où vous avez un site web de votre entreprise qui n'est même pas sécurisé en mode SSL, c'est la première faille de sécurité aujourd'hui qui va être détectée. Et la partie CNIL aujourd'hui est très sensible par rapport à ça. Il ne suffit pas d'aller chercher très loin. Il suffit juste de regarder si le site est sécurisé, le canal est sécurisé ou non. Ça suffit déjà. Et voilà, on a déjà tout de suite une idée s'il y a une faille ou pas. Patrice, peut-être que la prochaine question peut t'intéresser. Je dis ça parce que tu m'as parlé d'RGPD. Sera-t-il évoqué l'application de la RGPD et la sécurisation de nos SI? Alors, on va y passer plusieurs semaines pour en discuter. Non, le sujet est très très vaste. Le sujet est très très vaste. Bien sûr, la partie RGPD. Aujourd'hui, il y a un cadre qui est vraiment mis en place, qui est cette notion de RGPD, qui est liée aussi aux normes ISO, tout simplement. On va parler des normes ISO 27001, 27005, qui rentrent typiquement dans les axes de sécurité aujourd'hui. Cette partie RGPD fait aujourd'hui partie intégrante, je dirais, des problématiques de cybersécurité que l'on va mettre en place au niveau des entreprises. Alors souvent, ce sont des règles de bon sens que l'on retrouve. Après, il y a aussi toute une partie technologique sur laquelle il va falloir mettre en application. Comme on le disait, ça va être la gestion d'identité, ça pourrait être la problématique des réseaux, ça pourrait être la problématique des accès aux bases de données, ça pourrait être plein de sujets, bien sûr, et ne pas oublier le facteur humain au milieu de tout ça, parce que c'est quand même le facteur numéro 1 aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, si votre question n'a pas été prise en compte tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, sachez-le, d'accord? C'est juste qu'on va la garder peut-être pour après, ou sinon, si on n'y répond pas tout de suite, vous aurez une réponse par la suite, par mail ou par message. On fait ça personnellement. On arrive à la deuxième partie. Quelle solution
pour se prémunir de ces cyberattaques? Parce que là, vous venez de m'expliquer en fait l'accessibilité. J'ai cru entendre quelques pistes qui m'ont donné des solutions, mais là, je vais venir directement vers toi, Xavier. Je suis obligé. Merci Emmanuel pour me laisser l'honneur de démarrer une réponse à cette question. Ça va être bien, tu vas voir. Quels sont les signaux d'une attaque et quels outils peuvent te permettre de savoir qu'une attaque a lieu? Ok, très bien. Ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que le métier aujourd'hui de responsable sécurité est un métier qui est extrêmement stressant. C'est un métier où tous les jours, il faut s'adapter finalement à de nouveaux événements. On en voit un certain nombre d'ailleurs dans la presse qui parfois font des échos assez importants. C'est un métier où finalement, il faut être capable de sécuriser les serveurs, sécuriser également les applications. On se rend compte qu'il y a des microservices qui sont ouverts un peu de partout. Ces mêmes microservices sont accédés par des utilisateurs externes qui doivent justement accéder à des informations. Et finalement, comment on le fait? C'est que le deux sujets de la transformation digitale et comment on sécurise finalement son système d'information, ça se fait dès le premier jour de sa transformation digitale. C'est des points qu'il faut prendre en compte. Il y a des outils effectivement qui existent, il y a des méthodes qui existent. Les plus connus, par exemple aujourd'hui, on pourrait citer qu'il y a des alertes qui remontent sur le SOC, sur lesquelles on peut utiliser des outils de SIEM qui permettent déjà d'automatiser un certain nombre de choses. Il y a également bien entendu un phénomène assez courant de nos jours, qui est le nombre de comptes bloqués parfois qu'on peut voir en temps réel qui évolue, suite à des attaques DDoS ou suite tout simplement à password spraying, qui est aujourd'hui une des méthodes les plus utilisées par les pirates informatiques. Password spraying. Alors, moi j'apprends plein de mots. En ce moment, c'est un mot assez barbare finalement qui met en valeur une chose, c'est qu'il y a plus déjà de 4 milliards d'identités disponibles sur le marché noir, sur lesquelles il y a des logins et des passwords. Et plutôt que faire des attaques finalement hyper créatives, la plupart des hackers se loguent tout simplement avec le login et le password d'un utilisateur. Ça représente 82% aujourd'hui des failles de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, un point qui est la clé, qu'on n'avait pas forcément évoqué tout à l'heure, mais c'est tout simplement de prendre en compte le côté contextuel de l'utilisateur, qui peut déjà être une alerte importante. Par exemple, je suis un utilisateur, je me connecte à Paris, il est 10h, et à 10h02, je me connecte en Chine ou n'importe où dans le monde, à moins d'être un bêta-testeur, par exemple, de l'Hyperloop ou d'être un Superman, c'est quelque chose qui est difficilement réalisable. N'est-ce pas? Oh, on ne sait jamais, je ne viendrai pas sur ce terrain, peut-être, c'est possible. Et donc finalement, le côté contextuel permet derrière d'enclencher des mécaniques qui vont s'assurer qu'il n'y a pas une usurpation d'identité. Et à partir de là, également, par exemple chez Okta, on a la capacité, quand il y a une alerte de ce type-là qui est générée par rapport à un portail de nos clients, de finalement prémunir également nos autres clients par rapport à ce type d'attaque. C'est quelque chose qui est fait de manière en temps réel et que je pense qu'aujourd'hui est nécessaire et qui n'est peut-être pas suffisante. Je pense que demain, idéalement, il faudrait aller vers un standard qui permet d'ailleurs à nous tous, les acteurs de la cybersécurité, également les spécialistes du marché, de pouvoir partager l'information pour pouvoir justement être capable d'avoir une réponse commune qui sera certainement plus efficace pour limiter l'exposition au risque de cybersécurité. De l'intelligence collaborative et du travail en étant maillé. Exactement. Très bien, merci. Franck, question pour toi. Quels sont les besoins essentiels selon toi pour répondre à cet enjeu? C'est une bonne question. Ouais. Non, déjà, ce qu'il faut dire, ça a globalement été dit, mais on peut rappuyer là-dessus, c'est que les risques ont énormément évolué, c'est très clair. On a affaire aujourd'hui à des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, des vecteurs qui sont de plus en plus qui sont multiples. Alors l'actualité fait qu'on entend beaucoup parler de ransomware pour parler de choses qui sont assez que tout le monde connaît. C'est vrai que l'actualité tourne beaucoup autour des problématiques du ransomware. C'est vrai que c'est un risque important. Par contre, quand on regarde un petit peu et qu'on s'intéresse au sujet, on s'aperçoit que ça représente à peu près 30% des attaques. Donc ça veut dire que on est dans une situation où, pour revenir toujours sur la partie d'extrémité, la partie du poste de travail, on est dans une situation où, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un manque d'investissement au niveau technologique sur les postes de travail, et aujourd'hui on a un risque qui s'est étendu avec des vecteurs d'attaque de plus en plus complexes et sophistiqués. Or, tout ce qu'on a implémenté jusqu'à aujourd'hui ne suffit plus technologiquement pour répondre à cette problématique et pour faire face. Donc, il y a un réel besoin
de fonctionnalités nouvelles, de technologies nouvelles, justement, pour contrecarrer ce problème qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est, on va dire, pour faire sans rentrer dans les détails, deux grands exemples. La première chose, c'est une bonne solution en fait de prévention et de protection qui va nous permettre de contrer tous ces nouveaux vecteurs de menaces. Ça, c'est la première chose. C'est le b.a.-ba et il faut absolument réagir vite là-dessus. Et si nos auditeurs se disent « Ah bon, pourquoi je devrais réagir vite là-dessus ?» Il n'y a qu'une question à se poser, c'est « Êtes-vous prêt pour la prochaine attaque ransomware ?» C'est juste cette question. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine attaque ? Donc la réponse, c'est pour ça, il faut un bon produit de prévention et de protection au niveau du poste de travail et au niveau des serveurs. Ça, c'est la première grande fonction dont on a besoin. Et l'autre fonction dont on a besoin, c'est que c'est bien d'avoir un produit de détection à niveau, avec la bonne technologie. Et encore une fois, je le mets entre parenthèses, c'est important, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La technologie SentinelOne aujourd'hui s'appuie sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse comportementale, pour justement pouvoir prévenir et détecter de tous ces nouveaux vecteurs de menaces, connus ou inconnus. Et le deuxième grand besoin que l'on va avoir, c'est des technologies qui vont être capables de répondre en temps réel. C'est-à-dire, c'est bien en pouvoir de détecter et bloquer quelque chose, mais c'est bien d'avoir une action de réponse instantanée. C'est primordial. Donc des produits qui sont autonomes dans leur capacité à pouvoir réagir à la vitesse du processeur de la machine pour éviter en fait de la latence et éviter des risques de propagation et éviter une intervention humaine qui va arriver a posteriori. Et puis la dernière chose dont on va avoir besoin, c'est que donc prévention, détection, des bons systèmes de réaction, des prises d'action autonomes, instantanées, et un produit qui va être capable d'analyser tout ce qui s'est passé, de tracer tout ce qui s'est passé, pour éventuellement pouvoir investiguer en profondeur, parce que c'est bien de bloquer un malware. Par contre, de savoir si ce malware a impacté la machine et engendré des process sur une machine, ça devient complexe. Il faut des hommes derrière qui vont regarder ça, qui vont passer du temps, qui vont investiguer. Il y a des solutions, il y a de la technologie qui permet de faire ça de manière automatique. Donc, pour répondre et faire un résumé de ce que je viens de dire, un bon produit de prévention, de détection, qui va stopper tous les vecteurs de menace, un produit qui est capable de réagir à la vitesse du processeur de la machine, et un produit qui va être capable d'investiguer pour tracer éventuellement et tuer ce qui pourrait des choses résiduelles qui pourraient rester sur la machine. Un PDI. Prévention, détection, investigation. On a un bon slogan. Merci beaucoup. Xavier, je reviens vers toi. Tout à fait. Alors, c'est pas de la pub ce que je vais te demander, mais je te demande quand même aujourd'hui, c'est quoi les solutions existantes à mettre en place pour lutter efficacement face aux différentes menaces ? Très bien. Alors on en a déjà évoqué quelques-unes, même avec la question de l'auditeur tout à l'heure. Je vais peut-être du coup me concentrer un peu plus sur la partie mobile, puisque c'est un des usages forts maintenant du collaborateur connecté. Donc sur le mobile, bien, il faut savoir que les menaces, on commence à retrouver la même chose qu'on a sur les postes de travail. Même les pirates commencent à s'y intéresser sérieusement parce que c'est une mine d'informations, de données à voler et donc après à monnayer sur les marchés noirs. Et donc on retrouve du coup les mêmes contre-mesures qu'on peut trouver sur un poste de travail. Donc il y a aussi des agents qui existent pour mobile, pour terminaux mobiles que l'on installe, qui vont être chargés donc de surveiller l'activité des autres applications, vérifier s'il n'y a pas une application bizarre qui est en train d'accéder à des choses qui ne sont pas autorisées. Ça va permettre de prévenir donc l'entreprise qu'il y a sur une partie de la flotte mobile un souci, qui va donc après pouvoir agir avec d'autres outils qui cette fois-ci, comme on appelle le MDM, je crois que tu l'as cité, qui est le gestionnaire de flotte. Et dès que le mobile est considéré comme étant compromis, eh bien, on va pouvoir le mettre en quarantaine, par exemple, lui interdire de se connecter au réseau. Ça lui évitera que d'autres mails ou d'autres données sensibles se fassent voler. Ça permet aussi de résoudre un problème tout simplement que si le mobile est volé, on appelle en urgence, mon mobile s'est fait voler dans le TGV, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai toutes mes données dessus. Eh bien, à distance, on peut l'effacer, on peut le bloquer, ce qui permet de réagir déjà assez vite face à cette problématique-là. Ah. Je me permets de te poser une deuxième petite question là-dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont au courant de ces outils ? Malheureusement, c'est un peu le paradoxe, mais sur le mobile, on laisse faire beaucoup de choses l'employé, alors que sur le poste de travail, assez historiquement, on surveillait. Mais il y a ce paradoxe un peu mondial qui est qu'on sous-estime tout ce qui peut arriver sur le fait de laisser le mobile, parce que sur le mobile, on a nos mails, on a l'accès à tous les documents de l'entreprise. Alors on a aussi le mélange du pro et du perso.
je reviens un peu à mon BYOD et compagnie, eh bien voilà, l'employé a envie d'installer ses propres applications et ça, ben voilà, c'est là où l'erreur peut arriver. Alors, on parle beaucoup de technologie pour lutter contre la menace. Hein. Alors pour le problème du perso, il y a le principe de containerisation des données sur le même terminal. Bon, là, mais comme on le disait un peu avant, le problème c'est que plus on contraint l'utilisateur avec nos solutions de sécurité, plus il va essayer de le contourner. Donc il faut toujours que l'entreprise fasse la juste mesure entre la solution et autre. Et c'est pour ça qu'une autre pan pour lutter contre la cybermenace, c'est aussi la sensibilisation de l'utilisateur. Tu l'avais un petit peu cité. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Les entreprises peuvent et en plus, souvent, ça coûte pas très cher, hein, simplement de communiquer, d'expliquer. Voilà, ne branchez pas vos téléphones sur des prises USB où vous n'avez pas confiance. Ne vous connectez pas sur le premier Wi-Fi qui vous paraît libre, parce que ça peut être très simplement un pirate qui a mis une antenne et qui attend qu'un pigeon se connecte pour pouvoir récupérer les données dessus. Donc voilà. Donc la sensibilisation, c'est déjà beaucoup de travail. Et après, la technologie, évidemment, qui est là pour au moins sauver ce qu'il faut. L'outil sauve et l'humain prévient, c'est ça? Voilà, si on veut, oui. On le prend comme ça? Mm. Patrice? Oui. J'ai encore une petite question pour toi. Vas-y. Une toute petite. Les entreprises, elles sont sensibilisées au risque de cyberattaque, tu es d'accord avec moi? Mais par contre, comment elles peuvent mieux se préparer à ce type de risque? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 3 grandes catégories d'entreprises. On a les entreprises qui ont, je dirais, mis des plans de cybersécurité il y a déjà très très longtemps, pour la simple et bonne raison qu'elles étaient dans un cadre légal particulier, typiquement le système bancaire, la santé, les gouvernements, toute la partie défense, où je dirais ces entreprises-là ont déployé, sécurisé, mis beaucoup de choses aujourd'hui pour vraiment limiter le risque. Alors le risque zéro n'existe pas, hein, parce qu'on voit encore des attaques qui arrivent quand même dans ces grandes entreprises, mais ça reste quand même très très limité. Donc ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est, je dirais, tous ceux qui se sont fait avoir là il n'y a pas très longtemps, qui sont des très grands groupes, hein, très grandes sociétés, mais qui se sont fait tout simplement un petit peu avoir. On peut parler de Petya WannaCry, hein, ça a fait beaucoup de bruit, mais aujourd'hui c'est des très grands groupes. Donc ces sociétés-là en ont pris conscience. Il y a eu beaucoup de budget qui a été d'ailleurs alloué depuis, ce qui leur a permis de réagir et de justement commencer à bien comprendre et bien définir les différents risques que les entreprises pouvaient justement subir. C'est des risques financiers énormes. Hein. Quand on voit je ne vais pas citer de nom, hein, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui qui sont partis pour certaines entreprises, plus une problématique de réputation qui n'est pas négligeable. Donc ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont vraiment pris, je dirais, le taureau par les cornes. Elles sont vraiment en train de mettre en place vraiment toutes les solutions, que ce soit mobilité, que ce soit au niveau des PC, des serveurs, du patching, enfin tout ce qu'on peut trouver pour vraiment essayer d'améliorer tout ça. Et après, il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle, nous, la politique de l'autruche, hein, c'est-à-dire, on sait, il y a des risques, mais on ne sait pas trop comment le gérer. Alors, c'est une question de coût, hein, 9 fois sur 10, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se lancer dans la partie cybersécurité ou gérer cette notion de cyberattaque potentielle, ça a un coût. Ça passe par des hommes, hein. On va parler de RSSI aujourd'hui, beaucoup, on va parler de DPO, on va parler de tout ce qui tourne autour de ces sujets-là pour essayer justement d'améliorer et de trouver de réelles solutions. Donc vraiment 3 catégories. Des sociétés vraiment très très bien armées avec toutes les solutions. On parlait de SIEM tout à l'heure, hein. On redéfinira un petit peu tout à l'heure cette notion de SIEM. On parlait de tout ce qui était prévention, détection, investigation et réponse. Ça fait partie justement des rôles d'un SIEM de manière classique. Et donc tous ces points-là, donc ça c'est vraiment première catégorie. Eux sont bien équipés. Deuxième catégorie, ils sont en phase d'équipement. Et on a une troisième catégorie qui se pose encore beaucoup de questions. Alors là-dessus, je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'aimerais bien te demander quand même, en termes de ratio, ça donne quoi? Est-ce que la politique de l'autruche, c'est plus de 50% des entreprises ou c'est quand même un peu moins? Aujourd'hui, c'est plus de 50% des entreprises. Ok, d'accord. Alors, malheureusement, plus on va aller vers des petites entreprises, plus le risque va être important. Parce que c'est, comme on disait, c'est une question de coût, hein, également. Mettre en place tout un panel de solutions peut coûter très cher. C'est là où il faut vraiment revenir sur cette notion, et je reviens vers ce que demandait l'auditeur tout à l'heure, c'est cette notion de RGPD est une très bonne règle
pour mettre le minima en place et regarder quels sont les risques. Un audit aujourd'hui, RGPD est un audit souvent d'audit de sécurité. Bien sûr de gouvernance de données, mais également de sécurité. Ce qui permettra de remettre à plat là où on en est, faire un état des lieux, ce qu'on appelle l'inventaire, et ensuite regarder quels sont les risques majeurs qu'on va avoir et travailler sur ces risques majeurs. D'accord ? Donc on peut faire des choses assez simples qui ne coûtent pas non plus des sommes astronomiques. Il y en a pour tous les budgets. Et il y en a pour tous les budgets, les partenaires sont là, les éditeurs sont là pour justement les accompagner. Et on parlera de plus en plus actuellement de solutions SaaS qui permettront à ces entreprises-là de ne pas faire des déploiements colossaux, je dirais en termes de solutions d'investissement lourds. On va pouvoir utiliser directement ces solutions-là et les implémenter de manière très rapide. Au niveau des coûts maîtrisés. Exactement, très bien maîtrisé avec des coûts maîtrisés. C'est vrai que c'est souvent le marché de la cybersécurité avait la mauvaise réputation de coûter cher, de prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de ne pas forcément atteindre les résultats. En tout cas, grâce à l'arrivée notamment des solutions SaaS, Okta en fait partie, on arrive à obtenir finalement des quick wins qui sont visibles, qui permettent derrière d'aller plus loin. Et surtout, la solution est simple à déployer, simple à administrer, et ça marche. Et derrière, les utilisateurs sont ravis. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est attendu, parce que finalement, l'expérience est quand même très importante, et c'est un point à prendre en compte également, si on veut une adoption. C'est ça, on démocratise complètement Exactement. cette problématique de cybersécurité. Aujourd'hui, ça fait partie des besoins spécifiques de toutes les entreprises, petites, moyennes ou grosses entreprises. Messieurs, je pense que vous avez enflammé le live, je peux vous le dire, hein, je pense que ça y est, c'est fait. J'ai plusieurs questions pour vous. Alors on en a beaucoup, donc je vais vous demander encore une fois d'être hyper sommaire. Existe-t-il des solutions open source ? Quelles sont les solutions que vous proposez ? Bon, on a déjà répondu à une partie, mais est-ce qu'il existe des solutions open source ? Il en existe énormément. Après, effectivement, souvent ça demande beaucoup de compétences. Ça demande également de la maintenir dans la durée. Et aujourd'hui, souvent, la problématique qui est attendue par nos clients, c'est d'aller vite pour se concentrer derrière sur des choses qui vont leur permettre justement de générer du profit ou même tout simplement de gagner en productivité et surtout de se prémunir des risques. Donc, il y a beaucoup de solutions open source. Certaines, effectivement, sont très, très intéressantes. Néanmoins, ça nécessite beaucoup de temps. C'est site à construire finalement tout seul et surtout le maintenir. Et c'est ça qui, aujourd'hui, souvent crée des failles de sécurité au fil des années, au fil des montées de version qui peuvent être difficiles. Très bien, merci. C'est vrai qu'on va souvent parler de réactivité sur la problématique de cybersécurité, c'est-à-dire on a détecté un nouveau malware, un nouveau ransomware qui vient de sortir, il faut qu'en quelques minutes, quasiment, le monde entier soit informé de ce risque potentiel et de trouver justement la possibilité de mettre à jour pour éviter que ça puisse arriver. Et c'est vrai que la problématique, parfois, un petit peu sur cette partie open source, comme tu dis, c'est un petit peu cette évolution qu'on peut avoir dans l'entreprise. Deuxième question. Alors, je pense que ce sera pour Franck et Xavier. On en a parlé un petit peu. Pensez-vous que l'on peut se passer de solutions techniques, utiliser uniquement la sensibilisation et les bonnes pratiques et hygiène informatique ? Alors ça, j'aime beaucoup. Hygiène informatique. Je connaissais pas ça. Je vais la garder chez ma petite trousse. Tu veux répondre, Xavier ? Je vais commencer, mais ça me paraît un peu ambitieux, où il faudrait vraiment une petite structure de personnes très informées qui vont bien contrôler tous leurs usages, et même, je pense que même au meilleur, ça peut arriver de se faire piéger. Donc ça me paraît difficile de rester là-dessus. C'est indispensable la sensibilisation, ça permet d'éviter les problèmes classiques. Vraiment, ce qu'on dit toujours, c'est d'avoir le même bon sens qu'on le fait à la maison, on ne laisserait pas... une porte ouverte à la maison. Donc pourquoi on ne la ferait pas aussi pour notre système d'information ou pour notre entreprise ? Mais malheureusement, je pense qu'il faut quand même un minimum de technologie pour contrer la dérive humaine qui est malheureusement toujours présente, quoi. Voilà. Alors Ouais, après, moi, ça me semble évident. Hein. La réponse est non, absolument. On doit absolument intégrer en fait les technologies nécessaires pour se protéger. Et on disait tout à l'heure que effectivement, quand on parle de cybersécurité, il y a énormément de postes à couvrir. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions sur les différentes problématiques qu'on a commencé à évoquer. Ce sont des budgets. Maintenant, ce qui est intéressant de retenir, c'est que la technologie aujourd'hui, qui est quand même très évoluée en fait sur toutes ces problématiques qu'on a évoquées, elle est accessible à tous. Que l'on regarde n'importe quel éditeur ou constructeur du marché aujourd'hui,
globalement, les technologies sont accessibles aussi bien pour une petite entreprise de 5 ou 6 personnes que pour un grand compte du CAC 40. Donc la technologie, elle est accessible. Il y a aujourd'hui ce secteur de la cybersécurité qui est structuré avec des partenaires qui sont compétents, qui savent accompagner des clients. Mais non, il faut surtout pas rester que sur la sensibilisation utilisateur. Bien sûr, c'est important, mais il faut absolument intégrer la technologie, pas le choix. Parce que ça coûte trop cher derrière. Ça coûte trop cher. On a parlé de NotPetya tout à l'heure. Donc, il y a des exemples sur les grands groupes français qui ont été atteints. Mais combien de petites et moyennes entreprises ont été atteintes par des attaques de ce type-là? Et ce que ça coûte, ne serait-ce qu'en perte de productivité, C'est même mortel, en coût humain, etc. Donc non. Ça peut même les faire disparaître. Hein. Complètement, ouais. On a vu des actions en bourse qui ont chuté de plus de 30% suite à une attaque. Une perte de confiance totale, et là, c'est terminé. Manque de crédibilité pour la marque. Voilà, Mais la sensibilisation est simplement un maillon de toute cette chaîne de cybersécurité. Donc elle est indispensable, ça c'est certain, mais elle ne fera pas toute seule tout le travail. Et même dans la sensibilisation, il y a des outils pour en faire. On peut faire des fausses campagnes de phishing Absolument. avec des outils. Donc finalement, elle est nécessaire, mais on peut là aussi s'appuyer sur des technologies Tu parles peut-être pour la développer. de celle qui a eu lieu au niveau des impôts. On je sais parlait pas du si- ministère des Finances, Ah oui. le ministère des Finances qui a reçu un mail tout simplement qui venait d'un auteur de Victor Hugo, un mail signé Victor Hugo. Les gens sont rentrés dedans et une grande partie se sont fait avoir par rapport à ce type de phishing, tout bêtement. Pourtant, ça paraît essentiel de dire, bon voilà, je vois arriver un nom qui me paraît bizarre, entre guillemets. Alors, c'est pas bizarre parce qu'il est très connu, mais typiquement, voilà, là, on est vraiment sur la problématique de sensibilisation pure et dure. Il vaut mieux que ce soit organisé que subi avec un vrai pirate derrière. C'est ça. Allez voir sur le web, vous verrez, vous le trouverez, hein, celui-là. Le ministère des Finances, Je vais le regarder. phishing, vous verrez. Alors, dernière question. Celle-ci est un peu différente, mais je la trouve aussi intéressante, donc je vais vous en parler. Bonjour, doit-on craindre les applications smartphones qui ont accès à nos caméras et microphones, tels que Facebook ou WhatsApp par exemple? Peuvent-elles nous écouter et enregistrer lors de moments sensibles? Si oui, que font-elles de ces données? C'est à vous, monsieur. Ben, il suffit de regarder la presse. Hein. Hier, je vous rappelle que UFC Que Choisir vient de déposer plainte contre Google pour justement un accès trop permissif au niveau de tout ce qui se passe sur les téléphones. Donc aujourd'hui, UFC Que Choisir demande une indemnisation de 1 000 € par utilisateur d'Android aujourd'hui sur le marché. C'est tombé hier. Et justement, parce qu'aujourd'hui, sur la partie mobilité, il y a un certain nombre de risques très très importants de prise de main sur les micros, sur les photos, sur toutes vos données personnelles qui sont là-bas à l'intérieur. Alors là, on est sur les entreprises connues, les Oui. Google, les Facebook, ils sont dans la tourmente, ils sont très surveillés aujourd'hui. Alors Ouais. peut-être on peut espérer que ça va finir par se réglementer un peu tout ça, et les exemples que l'on cite. Mais je dirais que ça existe déjà. Il y a déjà des applications qui exploitent la géolocalisation du mobile, les photos, Complètement. le micro, même une qui écoute en permanence ce qui se passe chez vous. Alors c'est plus dans le monde grand public, mais qui écoute, vous êtes en train de regarder la télé avec une publicité qui passe, et comme par hasard, vous allez avoir une publicité qui correspond à la mission que vous êtes en train de regarder. Donc ça existe déjà, hein, les pirates sont ultra créatifs. Et là encore une fois, le mobile, c'est tellement de fonctionnalités à l'intérieur que ça ouvre un nouveau pan de menaces qui étaient un peu pas encore disponibles sur le poste de travail. Donc c'est la nouvelle ère de jeu des pirates aujourd'hui. Et ça va même au-delà des pirates, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que on trouve des choses dans les CGV, dans les conseils généraux de vente, de certains OS. Sur la partie Android, entre autres, hein, si vous consultez les CGV qui font X dizaines de pages, vous verrez que la propriété, parfois, des données appartient à Android. Enfin, Oui. appartient Ils à gardent le droit Google, d'en faire ce entre qu'ils guillemets. veulent, UFC, justement, attaque par rapport à ça. D'accord. Donc ça va loin. C'est bien, vous venez de me faire peur en fait. En Ah quelques oui, oui, minutes, oui, c'est oui, bon, on a oui, terminé. oui. On va arrêter l'émission. Non, on continue. Il nous reste encore une troisième partie. Et cette fois-ci, on va regarder un petit peu cybersécurité, cyber-résilience. J'ai entendu ces mots. Alors, tout de suite, j'ai des petites idées, mais je vois pas ce qu'il y a derrière, donc je vais commencer. Par Xavier. Avec plaisir, Emmanuel. Dis-moi un petit peu. J'ai préparé une superbe question pour toi. T'es prêt? Vas-y, je t'en prie, fais-toi Oui. plaisir. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez.
On associe souvent la notion de cyber-résilience à celle du zéro trust. Qu'y a-t-il derrière ce nouveau concept? T'as 4 heures. Ok. Bon, je vais essayer d'y répondre assez simplement. C'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Ça fait peut-être déjà 20 ans que tout le monde, on en parlait tout à l'heure, essaie de construire les murs de sa maison, de se protéger un peu comme dans un château fort en disant que finalement tous ceux qui sont à l'intérieur, on n'a pas besoin de les contrôler ou finalement de faiblement contrôler le niveau de sécurité. Et malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui marche pas. On en parlait tout à l'heure, même les passwords d'aujourd'hui, c'est quelque chose de absolument pas sécurisé. On les trouve sur le marché noir, on les trouve un peu partout. Et même parfois, on les communique à ses amis, à sa famille. Et donc, finalement, ça crée un vrai problème de fond. Le parti Zero Trust, aujourd'hui, elle est très simple. C'est que on part du principe que l'identité, aujourd'hui, n'est pas sécurisée si elle s'appuie uniquement sur un facteur comme le password ou, par exemple, le réseau. C'est quelque chose qui doit nécessiter un second facteur qui, idéalement, doit être contextuel et qui doit justement s'assurer que la personne qui prétend justement être ce qu'elle est, l'est réellement. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans un monde où l'API est également une source d'économie assez importante avec des microservices un peu partout, il est nécessaire, dès la conception des applications, de faire en sorte qu'elles soient en capacité de répondre à certains standards du marché. Et ces standards, aujourd'hui, c'est justement quelque part sur quoi aujourd'hui des sociétés comme Okta s'appuient. Nous, très clairement, toute la partie OA2, SAML, OpenID Connect, pour ne pas les citer, tous ces grands mots qui doivent certainement te faire très plaisir, Emmanuel. Tout de suite, là, maintenant, j'adore. Finalement, l'idée qu'il y a derrière, c'est pas non plus de vouloir sanctionner les utilisateurs et leur donner une mauvaise expérience, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, par exemple, en ce moment, c'est les soldes, tout le monde utilise certainement son application préférée pour commander des beaux services, des beaux cadeaux, des belles choses. Et derrière, il faut que, effectivement, on challenge la personne uniquement quand il est nécessaire de la challenger. Et ça, c'est un point qui est très important et sur lequel il existe des mécaniques prêtes à l'emploi et qui permet justement de répondre à un nombre d'utilisateurs très important pour pouvoir justement rendre un service universel sur cette partie. Merci beaucoup. Xavier, j'inverse cette fois-ci, j'ai envie cette fois-ci. Alors, de la cybersécurité à la cyberdéfense. Oui, cyberdéfense, le gros mot est sorti. Tu parlais de cyber-résilience, c'est-à-dire la possibilité de revenir rapidement. Eh bien, moi, j'utiliserais le terme cyberdéfense. Alors, ça peut être un mot qu'on peut penser tout de suite galvaudé, très puissant. Alors, évidemment, les grands comptes, ils y sont déjà dans la cyberdéfense. Hein. Ils sont très menacés par des grands groupes très organisés, donc il faut monter ça. Mais on a quand même cette évolution du marché où les ETI, de plus en plus, sentent ce besoin d'avoir une défense contre les menaces en place. Alors, qu'est-ce que veut dire une défense? C'est en fait une organisation, une gouvernance de sa sécurité. C'est pas simplement je mets une protection, j'achète un firewall, j'achète un antivirus de poste et je vais être protégé. On l'a un petit peu évoqué, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'organise. Donc ça passe par une préparation. On réfléchit, on regarde quel est le plus critique chez nous. Il y a les lois qui nous imposent à faire des choses en priorité que d'autres. On met en place les protections, on les choisit bien. On prend les plus intéressantes, les plus performantes, celles où on aura le moins de travail à faire. Et après, surtout, et c'est là où le terme de cyberdéfense prend son terme, c'est que l'on va mettre en place une surveillance en continu de sa sécurité. On peut avoir les plus belles murailles du monde, si on n'a pas les gardes qui vérifient qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de les percer, finalement, on n'aura pas gagné notre objectif. Donc cette surveillance permanente, c'est les outils comme le CIEM, c'est les services comme le SOC, ou COS en français, Centre opérationnel de sécurité. Alors ça demande des ressources, ça demande des experts du domaine. Alors soit on est gros et on peut avoir cette propre équipe pour surveiller toutes nos alertes et détecter les menaces, les signaux faibles pour en détecter que la menace est arrivée. Ou bien on peut s'appuyer sur des partenaires qui, eux, ont cette expertise, ont ces capacités de mutualiser et de faire une surveillance pour plusieurs entreprises et de diminuer les coûts tout en amenant un niveau de service convenable. Voilà. Et c'est aujourd'hui, on va être obligé d'y passer là parce que les pirates sont de plus en plus malins, ils savent attaquer de plus en plus discrètement. Et voilà, que ce soit en mobilité, que ce soit au sein de l'entreprise, soit depuis l'entreprise, depuis l'extérieur, eh bien, il faut qu'on arrive à travailler toutes ces données-là, toutes ces alertes, tous ces éléments de sécurité qui remontent des données pour arriver à détecter qu'il y a eu un problème et aussi de savoir vite pour réagir vite, et ce qui permet de limiter la casse
et d'avoir du coup cette cyber-résilience, j'y arrive, de pouvoir vite bloquer l'incident et de pouvoir repartir et de limiter la notoriété qui se dégrade, les PC qu'il faut reformater, tout ça. Voilà. Et encore une fois là-dessus, quand tu me parles de SOC, enfin de ça, Service SOC, service de surveillance. Là-dessus, qu'on soit une grande ou une petite entreprise, il y a toujours une solution en fait, que ça soit un système que l'on met nous-mêmes, soit une entreprise ou un prestataire qui pourrait le faire pour nous. Oui, voilà. Donc, c'est les grands comptes qui ont un peu toujours ouvert, qui vont toujours chercher les nouvelles approches de la défense, la cyberdéfense. Mais on a maintenant, aujourd'hui, c'est mature, il y a des services d'équivalent à du SOC qui permettent d'arriver à des budgets acceptables par des ETI, même peut-être des PME. Il y a même des choses de plus en plus automatiques qui rentrent aussi dans la technologie, ou détection, réaction immédiate. Alors, c'est pas du SOC de puriste, mais au moins ça permet d'avoir cette fonction de surveillance, de réaction, Au premier niveau, de manière de plus automatique, parce qu'il n'y a pas assez de personnes dans les entreprises, il n'y a pas assez d'experts. Aujourd'hui, le marché est vraiment en pénurie totale pour assurer cette surveillance et d'être arrivé à tenir le même niveau que les pirates sont capables de faire aujourd'hui. Et ce qui est effectivement un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises deviennent elles-mêmes des sociétés de technologie sur le marché pour continuer à innover, continuer finalement à aller plus vite, se différencier de leurs concurrents. Et justement, ça nécessite automatiser un maximum de tâches, notamment sur la partie sécurité. Et la grande transformation digitale qu'on constate, ça n'a pas arrangé les choses, parce que digital dit ouvert, toujours plus exposé à Internet. Et voilà, là, c'est un terrain de jeu parfait pour les pirates pour rentrer avant, il n'y avait qu'une seule porte, et maintenant, on a une surface d'attaque immense. Et donc, c'est là où ça devient vraiment compliqué pour arriver à ça. Donc, il faut des nouveaux systèmes, des nouvelles approches pour pouvoir gérer ce flux et cette ouverture qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas freiner le métier. Une entreprise qui dit, moi, le digital, j'attends, c'est pas possible, elle sera dépassée. Voilà. C'est possible, mais ça va être compliqué. Ça va être, voilà. C'est ça. Franck, tu vas trouver ma question un peu étrange, mais quel type de solution on peut proposer? Toi, quel type de solution tu proposes? Merci. Bon, très clairement, pour refaire juste un petit parallèle avec ce qu'on voit et ce qu'on a, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont basés sur un principe qui est simple. On se base sur une base de connaissances pour arrêter quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est le système, en fait, c'est les systèmes antivirus qu'on a tous déployés depuis longtemps. Or, cette partie-là, aujourd'hui, c'est une infime partie des risques auxquels on fait face. Donc, ça veut dire que, encore une fois, on a besoin de faire appel à une nouvelle technologie. La technologie que nous, on propose, c'est une technologie donc, qui est basée sur l'intelligence artificielle et sur l'analyse comportementale. Donc, on s'affranchit, en fait, de connaître ou pas, de reconnaître ou pas ce qui arrive, puisqu'on va, en fait, l'interpréter au moment où il se présente et éventuellement au moment où il s'exécute. Donc il faut absolument aller chercher en fait cette nouvelle technologie, donc encore une fois basée sur l'intelligence artificielle et l'analyse comportementale, pour pouvoir détecter, c'est ce que je disais tout à l'heure, et bloquer toutes les menaces, qu'elles soient connues ou inconnues. Parce que en reprenant l'exemple, pour faire une petite parenthèse rapide de notre Petya tout à l'heure, c'est que quel est l'intérêt? On voit ce qui se passe en fait. Un malware aujourd'hui, il fait son mal en quelques heures, en 2-3 heures, voilà, il a fait le job, et puis c'est terminé parce que voilà, il est détecté, etc. Les acteurs travaillent sur des signatures pour pouvoir le stopper, etc. Mais quel est l'intérêt d'avoir une signature sur un mal qui a été fait? Je veux dire, si effectivement j'ai une entreprise de 5000 postes, que j'ai été hacké par un NotPetya et que dans 3 heures je reçois une signature, de toute façon c'est trop tard. Donc l'idée c'est d'intégrer de la technologie évoluée pour anticiper ça. Et anticiper ça, c'est de faire appel à des sociétés comme les nôtres, donc qui s'appuient sur la technologie très complexe basée sur l'intelligence artificielle et qui sont capables d'interpréter, de détecter et bloquer les menaces, qu'elles soient connues ou inconnues. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, on parlait de SOC tout à l'heure. Le SOC, effectivement, les grandes entreprises, pour certaines, ont déployé des SOC, ou d'autres entreprises font appel à des partenaires qui ont déployé des SOC et qui pilotent pour eux, en fait, ce service-là. Mais l'intérêt aussi, c'est d'avoir toute cette compétence SOC, de pouvoir aussi la déporter au niveau du poste de travail. Ça devient très complexe.
Parce que c'est très complexe pour un SOC d'aller interpréter, d'aller analyser, investiguer ce qui se passe sur des postes de travail. C'est ce qu'on propose aussi dans notre technologie, c'est d'avoir en fait l'équivalent entre guillemets d'un SOC en fait intégré dans notre technologie directement sur la machine. Ça veut dire qu'on a un produit qui devient très efficace en termes de protection, qui propose des services tels qu'on pourrait imaginer via une source externe, via un SOC, mais localement sur la machine, puisque l'agent Sentinel-One, lui, va être capable en fait d'interpréter, de tracer, de mettre à disposition au niveau graphique en fait de l'administrateur tout ce qui se passe sur la machine, comme si on imagine des gens derrière qui iraient investiguer. Donc ça, on va avoir besoin de ce type de fonction aujourd'hui. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une bonne protection, un bon système de réponse et un équivalent en fait de service SOC pour pouvoir investiguer et s'assurer que j'ai pas d'impact, que j'ai pas de résidus, que j'ai pas de risque et je suis dans un environnement avec un niveau de sécurité le plus élevé. Et puis la chance qu'on va avoir, c'est que ces nouvelles technologies, elles savent aussi se déployer dans des écosystèmes complexes, puisqu'on parle de différentes marques, on parle de différentes solutions. Nous, on a la capacité aussi à s'intégrer dans l'écosystème des SI de nos clients, parce qu'on s'est discuté avec des SIEM, on en a parlé un peu tout à l'heure, on s'est discuté avec du firewall, on s'est discuté avec du sandbox. Donc on a des partenariats, on est très ouverts pour faire cohabiter en fait la sécurité du cœur de réseau, la sécurité du poste de travail et monter en fait le niveau de sécurité global avec tous ces systèmes qui sont vraiment impératifs. Donc juste pour terminer, oui, il faut absolument investir sur la sécurité du poste de travail, c'est primordial. Oui, il faut faire appel à des technologies de type intelligence artificielle avec des services, des bons services de détection, de prise d'action et d'investigation. Merci. Patrice, c'est toi qui clôture la dernière question. Mais c'est en complément, donc ça va. Je sens que ça va être, je le sais déjà en amont. Voilà. On utilise de plus en plus la notion de cyber-résilience. Donc Xavier nous en a parlé un peu tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux définir en fait les grandes étapes entre le début d'une cyberattaque et la réponse au travers de la cyber-résilience? Alors ça reprend un petit peu tout ce qu'on a vu là sur la présentation de manière générale. Hein. Ça passe par, je dirais, les 4 étapes fondamentales dont on a parlé, c'est-à-dire être capable surtout, dans un premier temps, c'est de faire de la prévention. Et la prévention, ça va être le cheval de bataille sur les prochaines années, justement, pour être capable de détecter ce que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc c'est là où vraiment toute cette partie intelligence artificielle va jouer un rôle crucial pour être capable de détecter des choses avant même que l'on puisse connaître les risques majeurs pour l'entreprise. Le risque zéro n'existant pas, donc de toute façon, à un moment, il y aura des failles. Donc la deuxième étape, c'est vraiment la phase de détection. Il va falloir être capable de détecter l'attaque qui est en cours. Une fois qu'on a détecté cette attaque, il va falloir être capable d'investiguer pour savoir comment contrer cette attaque. Une fois qu'on a été capable de déterminer, je dirais, le contrepoison par rapport à ça, eh bien, on va apporter toute cette notion de réponse. Et cette partie cyber-résilience, elle va vraiment être liée à cette notion de réponse. Donc, on va avoir plusieurs niveaux de réponse, hein, des réponses qui peuvent être très simples, qui sont fournies dans déjà un certain nombre de solutions par elles-mêmes. Mais ce qui va être très intéressant, c'est pas, je dirais, de cantonner chaque solution de cybersécurité de manière unique. C'est-à-dire chaque solution va remonter un certain nombre d'alertes, comme tu disais tout à l'heure, va remonter un certain nombre de logs. Et ce qui va être intéressant au niveau des SIEM, c'est d'être capable justement de corréler tous ces éléments-là, qui sont des points parfois complètement indépendants. Et on va beaucoup travailler alors sur un terme qui est un peu barbare, on parle de sérendipité, qui va tout simplement être la possibilité de dire j'ai 2 éléments qui sont totalement indépendants, mais si je les associe tous les deux, eh bien là j'ai une faille de sécurité. Alors on le fait de manière très simple, hein. J'ai la mémoire qui est en train de partir dans les tours et j'ai une écriture sur disque qui est très importante. Je suis sûr que je suis en train de me faire attaquer. Donc 2 éléments pris indépendamment l'un et l'autre ne donnent pas réellement une information. Par contre, la corrélation des deux va vraiment m'apporter des points spécifiques par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment un point clé qui est apporté par la notion du SIEM qui va être capable en couche supérieure de reprendre chaque solution éditeur, de pouvoir agréger ces informations-là et d'apporter, je dirais, le meilleur de toutes ces solutions-là pour arriver vraiment à sortir un point clé. Et ensuite, on va voir la dernière étape qui est la notion de réponse, puisque cette réponse, elle va pouvoir être faite soit par chaque solution, soit être capable à un moment, c'est de créer une réponse qui est globale. Donc c'est là on va parler de solutions, alors on parle parfois de SIRP,
c'est-à-dire de système de sécurité, d'incidence et réponse au niveau plateforme, hein. Donc là, on passe vraiment sur des crans qui sont au-dessus, dans lesquels on va générer vraiment des workflows. Et on va faire pareil, on va remettre de l'intelligence artificielle pour que ces systèmes de réponse puissent tenter de répondre parfois de manière un peu automatique. De toute façon, la partie humaine sera toujours là, hein. L'intervention humaine restera présente, mais tout ce qu'on va être capable à un moment d'automatiser ou de faire apprendre par la machine sera, quoi qu'il en soit, un plus systématiquement. Toujours pour un gain de temps. Et... Gain de temps et réactivité, hein, réactivité. Et ce qu'il faut savoir, c'est chaque fois qu'on a une réponse à une attaque particulière, on va beaucoup parler d'évolution en continu, de formation en continu, d'apprentissage en continu, du machine learning, hein, tout simplement. C'est dire, ben voilà, j'ai été attaqué, voilà les différents points que j'ai mis en place. Eh bien, on va réinjecter ça dans tous les outils pour pouvoir justement leur apprendre à être capable de réagir si on rencontre une nouvelle attaque. L'idée, c'est de jamais de se faire réattaquer sur le même point. Vous savez, nous, on utilise aussi notre outil auprès de gros clients. Imaginons un client qui a, je sais pas, une dizaine de milliers de postes en fait déployés, des appels auprès de l'informatique en disant tiens, j'ai mon poste qui est bloqué, etc. Donc on se rend compte qu'il y a une attaque en cours. Maintenant, sur 10 ou 15 000 postes, comment on fait pour savoir instantanément combien j'ai de postes potentiellement infectés? Donc on a justement cette capacité à pouvoir en quelques secondes investiguer sur un réseau de 15 000 postes en disant il y a 35 postes qui sont en cours d'infection et de pouvoir intervenir. Et ça, c'est encore une fois une technologie qui est accessible à tous. Et alors là, je donne un exemple sur un gros volume d'utilisateurs, mais même sur un parc d'une centaine de postes, on a une attaque, c'est intéressant de savoir est-ce que j'ai pas cette attaque qui est en train de se propager quelque part ou qui existe quelque part dans mon organisation et qui est dormante. Donc on a besoin d'investiguer des produits d'investigation comme ça pour pouvoir réagir et donc anticiper finalement les problèmes. Quand on regarde l'attaque de Petya, elle est partie de l'Ukraine sur quelques postes en Ukraine. Absolument. Et ça s'est répandu en quelques heures au niveau mondial, hein. On parlait d'entreprises françaises, mais ça a touché des boîtes américaines, des boîtes hollandaises, de partout, dans tous les sens, et de manière très très rapide. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un point clé, hein. Alors merci messieurs, jusqu'à maintenant pour toutes les réponses que vous m'avez données. Vous arrivez dans la dernière étape, mais je suis gentil, je ne vais pas vous en donner trop, ne vous inquiétez pas. On va prendre les dernières questions. N'oubliez pas que si vous souhaitez poser des questions, même si vous regardez le replay, posez-les, on vous répondra en message. Ne vous inquiétez pas, ça sera pris en compte. Et si vous êtes encore devant votre écran, eh bien, posez-les maintenant. Il n'y a aucune mauvaise question. Au moins, vous aurez les réponses. Attention, je commence par la première. Est-ce que de travailler en univers 100% cloud, Office 365 ou SharePoint, est de nature à augmenter la sécurité ou plutôt à empirer ? Je dirais ça dépend. Ça dépend comment on gère son identité de ses utilisateurs. C'est effectivement, on accepte que ces identités soient réparties et silotées sur toutes ces applications et également sur les annuaires au sein de son entreprise. Ça devient quelque chose de très compliqué à gérer parce que l'utilisateur a plusieurs mots de passe, tout simplement. Et à partir de là, on a des mauvaises habitudes qui arrivent. Typiquement, on colle des post-it un peu partout, on se fait des fiches mémo et se crée justement une multitude de problèmes. Et je pense que le fait d'avoir des applications cloud aujourd'hui pour remplacer typiquement d'anciennes applications on-premise qui peut-être sont un petit peu parfois dépassées, ça fait du sens. Néanmoins, il faut être capable de les intégrer dans son système d'information et offrir un service par exemple de SSO à l'ensemble de ses utilisateurs pour pouvoir derrière les consommer de manière simple, efficace et sécurisée. Je pourrais rajouter que justement la promesse du cloud, c'est justement de tout laisser les données dans le cloud et d'avoir le moins de données possible sur le terminal. Alors du coup, c'est une solution de cyber-résilience, entre guillemets. Parce que si le terminal est compromis, s'il se fait voler, il est jetable. C'est-à-dire qu'on le formate, on le quarantaine, et on en met un nouveau et on repart de zéro. Comme on sait qu'on n'a pas de données, puisque tout est dans le cloud, on peut souffler. Donc c'est une technologie, c'est une approche de la résilience. Mais après, comme tu l'as évoqué, quand tout est dans le cloud, l'utilisateur, il travaille tout à distance, et c'est là où il peut faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il peut, un exemple tout simple, il peut ouvrir un répertoire partagé pour un collègue, puis il se trompe et il le met en partage public. Et là, on ne le sait pas, parce que tout est dans le cloud, c'est ouvert, il suffit qu'un pirate tombe dessus, par un mail intercepté, et là, c'est la catastrophe, puisque ce répertoire, il est ouvert à toute la planète. Voilà, il y a des serveurs qui ne sont pas protégés comme ça.
En un clic, le cloud a vite fait de vous mettre à découvert. Et alors là, il y a d'autres technos qui existent pour ça, avec des noms très barbares, qui permettent justement de surveiller toutes les configurations du cloud qui ont été faites par l'entreprise, l'administrateur ou l'employé, et de s'assurer s'il n'y a pas des petites portes ouvertes, et de les refermer, ou de suggérer de les refermer rapidement. Voilà. Tu peux me donner un ou deux noms barbares rapidement? Alors, un qui fait très mal, ouais. WAF. Oh, c'est bon. Ou Casby. Ou Casby. Casby, il est marrant celui-là. Alors, en complément, moi je dirais, il y a 3 choses qui sont importantes au niveau du cloud. La première, on parle beaucoup de souveraineté au niveau du cloud. Donc de plus en plus, on commence à avoir, ça fait déjà quelques années, de plus en plus d'entreprises qui vraiment vont essayer de travailler sur cette souveraineté avec des clouds qui font partie, typiquement des clouds en France, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point sur lequel il est très important, il y a un point très important, c'est aujourd'hui les éditeurs de cloud, enfin ceux qui fournissent des services par rapport à ça, vont vous fournir aujourd'hui une infrastructure cloud. Mais à aucun moment, les données que vous allez stocker à l'intérieur font partie de leur ressort. C'est-à-dire que c'est à vous de mettre la sécurité qui va autour des données que vous avez stockées dans le cloud. Donc la cybersécurité, ça reste quand même de votre ressort. Alors même si ces éditeurs-là fournissent de plus en plus d'outils pour vous aider à sécuriser, d'ailleurs il y en a un qui vient de sortir là récemment pour pouvoir aider encore à sécuriser encore au-delà sur la partie OneDrive par exemple, qui permettra d'aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, toute la donnée que vous stockez aujourd'hui au niveau du cloud, c'est votre responsabilité en tant qu'entreprise. Donc soyez très très prudents par rapport à ces éléments-là. D'accord ? Et la troisième chose, c'est qu'au niveau d'un SIEM, aujourd'hui, on est capable de superviser ce qui peut se passer en termes de sécurité au niveau des clouds. Que ce soit des clouds publics, hybrides ou des clouds privés si nécessaire. Très bien. Deuxième question. Que peut-on conseiller à des PME qui n'ont que très peu de ressources informatiques et qui ne sont pas expertes en sécurité? Vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais si vous avez d'autres... Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être toi le mieux placé pour répondre, mais la meilleure réponse, c'est de faire appel en fait à un partenaire, un intégrateur spécialisé sur ces problématiques qui sont aujourd'hui globalement très compétents et qui vont pouvoir couvrir en fait toutes les problématiques et tous les besoins en s'appuyant sur différentes technologies, différentes solutions. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes plutôt que vouloir gérer sa sécurité tout seul si on n'a pas la compétence, la connaissance. Je pense qu'effectivement, il faut également éviter de réinventer la roue et de s'imaginer qu'on est le seul à avoir ce type de problème. Il est souvent assez pertinent justement, en plus de faire appel à cette expertise côté partenaire, finalement d'utiliser des choses qui sont simples à implémenter, simples à mesurer et qui vont permettre de gagner du temps aussi bien le jour du démarrage, mais surtout d'éviter des montées de versions difficiles au bout de 3, 4 ans, 5 ans, et qui vont faire perdre du temps et de l'argent. C'est ce qu'on disait, c'est de plus en plus la sécurité arrive à se retrouver dans le mode SaaS, dans le mode cloud. Et donc là, voilà, la sécurité, ça a besoin d'être mis à jour en permanence, puisqu'on est en guerre permanente avec le pirate. Donc même acheter un firewall et l'avoir chez lui, il faut être sûr que le partenaire qui vous l'a installé, il va au moins le patcher, il va le surveiller, que les bases de données, des derniers virus, des dernières signatures arrivent bien. Parce qu'il suffit qu'on baisse un peu la garde et voilà, le pirate, il trouve la faille. C'est vrai que la promesse des services dans le SaaS, c'est déjà économiquement parce qu'on mutualise les ressources et les personnes qui vont le surveiller, mais surtout c'est toujours à jour. Et donc on a un peu cette sérénité pour le garder. C'est un peu la différence entre comme les voitures, on l'achète plein pot, puis après on espère qu'elle ne tombe pas en panne et on va la faire réparer quand il le faut, ou LOA ou LLD qui vous assure une maintenance, un entretien inclus. Voilà, c'est un peu plus serein dans sa gestion et avec la sécurité. Pardon, on ne peut pas trop malheureusement jouer avec ça. Exactement, les partenaires aujourd'hui sont vraiment aguerris, il y a vraiment des partenaires présents ici. Mais également, aujourd'hui, il y a énormément de partenaires qui sont très aguerris sur cette partie sécurité, cybersécurité, qui vont apporter justement des réponses. Alors souvent par de tout petits audits au départ, pour déjà faire un état des lieux, c'est la première chose. Et puis après, justement, d'apporter, en fonction des risques majeurs, les différentes réponses. Les bonnes briques aux beaux endroits. C'est la troisième et peut-être dernière question. À moins que j'en ai une bonus pour vous, je vous dirai après. Vous parlez d'utiliser l'IA pour protéger contre les attaques. Est-ce qu'il y a déjà des attaques déjà générées par l'IA et comment vos programmes IA peuvent protéger contre les attaques IA? Il y a beaucoup d'IA.
C'est une bonne question. Bonne question. C'est une bonne question. Ça veut dire, ça sous-entend, et le point est intéressant, que les hackers utilisent aussi l'intelligence artificielle pour mettre en place en fait leur attaque de plus en plus sophistiquée. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est difficile de répondre à cette question sans vouloir rentrer dans la technique. On va éviter de rentrer dans la technique. Mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, la technologie d'intelligence artificielle, elle permet en fait d'identifier de manière autonome si un process qui est en train d'exécuter sur une machine est bénin ou malicieux. Donc, que l'attaque ait été réalisée par des techniques basées sur l'intelligence artificielle ou non, de toute façon, le système de réponse qui est lui, bien sûr, évidemment, aussi basé sur l'intelligence artificielle, va être capable de l'interpréter et de le détecter avec la bonne décision. Elle permet aussi de s'assurer du comportement de l'utilisateur. Typiquement, on a l'habitude de se connecter avec tel navigateur, du jour au lendemain on en a un nouveau, ça va automatiquement générer une alerte. Et c'est des événements, des non-événements justement qui sont traités pour, de manière proactive, comme vous le disiez tout à l'heure, éviter à quelqu'un de se faire hacker ses données personnelles. Je vois également l'IA, on en parlait sur tout le sujet du SOC et les outils. Justement, les ressources sont précieuses, les experts en surveillance de sécurité sont précieux. Donc justement, l'IA, comme il y a tellement de données, toujours plus de données à traiter, on va mettre de plus en plus de moteurs d'intelligence artificielle pour traiter les données de tous les jours, vraiment analyser ces tonnes de données et de pouvoir laisser les cyberanalystes uniquement sur la dernière analyse, là où on a encore besoin du cerveau humain, j'en l'espère, pour faire la dernière analyse, mais au moins lui soulager de toutes les tâches qui peuvent être très bien traitées par la machine. Et cet équilibre permettra d'être toujours plus performant et de lutter contre les pirates qui, effectivement, commencent déjà à utiliser des techniques d'IA pour construire leur scénario d'attaque. C'est sans fin. C'est vrai que le facteur humain est très important, même dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une aide au niveau des systèmes, mais je dirais, il y a toujours le facteur humain qui va, en final, prendre la décision. Il faut le conserver. Il faut le conserver, et aujourd'hui, c'est le cas. Sinon, donc, oui, l'intelligence artificielle va avoir un rôle, et c'est là où, aujourd'hui, on essaie de mettre un maximum de garde-fous autour de ces solutions-là pour éviter, justement, les risques. J'imagine que même si l'IA peut venir à différents moments, la démarche et le comportement humain fera toute la différence par la suite. Complètement. J'ai une dernière question pour vous. Je ne voulais pas rester à 3, je me suis dit on passe à un bon moment. Je vous en donne une quatrième, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la dernière, dans quelle complémentarité existe-t-il entre la cybersécurité et la transformation digitale? Vous y avez déjà un peu répondu. C'est effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les deux vont de pair, comme on le disait en préambule. Aujourd'hui, lorsqu'on transforme l'activité de son entreprise, par définition, on a une nouvelle approche au niveau des microservices qui vont être mis à disposition, qui potentiellement vont permettre de délivrer des offres combinées avec des sociétés qui sont des partenaires. Tout ça en temps réel à des utilisateurs qui peuvent être n'importe où dans le monde et utiliser n'importe quel type, par exemple, de terminal mobile. Et aujourd'hui, finalement, la cybersécurité est omniprésente là-dedans. Elle est omniprésente parce qu'il faut s'assurer que les personnes qu'il y a derrière ces applications, finalement, on autorise l'accès ou non aux API. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est finalement, doit être conçu dès le premier jour de la transformation digitale, dès le premier jour, lorsque, par exemple, on développe une nouvelle application, parce que c'est justement ce qui va permettre derrière d'avoir une sécurité qui va être efficace, qui va répondre à des cas d'usage finalement très larges, pour éviter typiquement de connaître ce qu'on voit souvent dans la presse, une fuite de données et un impact au niveau de sa réputation, au niveau de son chiffre d'affaires, globalement une perte de confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui les deux sont des enjeux majeurs et doivent être effectivement dès le premier jour mis en place. C'est lié. Ils sont liés, Ils sont complètement liés. Il y a le terme barbare de security by design maintenant Que l'on trouve de partout. Voilà. Alors messieurs, comment avez-vous trouvé ce premier Digital Talk? C'était bien. C'est aux auditeurs qu'il faut demander. Ah oui, c'est vrai. Parce que nous, c'était vraiment super. Ici, ça avait l'air d'être bien. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que, en tout cas, on espère que vous avez eu l'ensemble des réponses face au sujet. On pourrait encore en rester pendant des heures et en parler pendant longtemps. Oui. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même en replay.
nous les ferons parvenir aux bonnes personnes et surtout, on y répondra. Ça fait quand même toute la différence. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci Manu. Merci à vous, merci à pour vous. votre bonne humeur. Et ben, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est terminé. Merci. 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 Merci.